가장 쉽은 신기다. Suite à ce qu'on avait dit hier, donc l'Inde se situe sur le sous-continent en Sud-Asie. Et il a donc, il fait bord à l'océan Indien et donc est entouré, donc on parle sur, voilà, donc on voit sur la carte l'océan Indien, la mer d'Arabie, et donc 3 côtés de l'Inde est entouré d'eau, et au nord, il y a la chaîne himalayenne. Et on a aussi donc au nord, il y a des chaînes de montagnes aux frontières nord qui forment donc comme une frontière naturelle. Et ainsi, en fait, lorsqu'on considère l'aspect géographique du pays, en fait, on voit qu'il a toutes les conditions requises pour constituer en fait de façon naturelle un pays isolé. Et en particulier dans la chaîne himalayenne, en fait, elle est très pentue avec des neiges éternelles tout le long de l'année, et donc traverser ces chaînes est extrêmement difficile. Et puis ensuite, au nord-est, il y a des gorges dans la montagne qui séparent l'Assam de Burma. Donc, il est possible de passer au travers de ces chaînes de montagnes au niveau de la direction au niveau du nord-est, mais néanmoins, en fait, en dehors de certains passages, c'est extrêmement difficile. Et donc, on voit bien par rapport à la carte que la façon la plus aisée d'entrer en Inde, eh bien, c'est par rapport à la direction nord-ouest, notamment par la direction de la région du Pakistan. Donc ça, c'est vraiment un passage qui est connu. Et d'ailleurs, en fait, les différentes invasions qui sont apparues en Inde, en fait, se sont faites par rapport à cette direction. Donc, direction de nord-ouest. Donc, et en fait, donc, on voit que par rapport à la géographie, c'est ce passage nord-ouest, un passage très important, en fait. En fait, à l'origine, lié aux conditions naturelles, c'était le seul passage véritablement accessible. Ensuite, la région de et donc là, en fait, pourquoi on parle de la géographie ici, c'est parce que on s'aperçoit finalement que la géographie favorise une certaine isolation du pays, et donc d'une certaine façon un isolement de la civilisation par rapport au reste du monde. Et ensuite, l'autre point dont je souhaitais apporter, c'est par rapport à l'Indus, le fleuve Indus. On avait évoqué la dernière fois que le nom même de l'Inde vient à l'origine du fleuve Indus. Donc en fait, on dit Sindhu, pardon, en sanskrit. Donc l'Indus, le fleuve Indus, en fait, son nom en sanskrit est Sindhu. Et en tibet, on dit que c'est l'écoulement de la bouche du lion. Et notamment, le nom vient du fait que l'Indus, en fait, prend sa source du côté ouest
du mont Kailash au Tibet. Il est, il est la combinaison au départ de 5 rivières qui viennent des montagnes. Et donc, dans la région où ces 5 rivières se joignent pour former l'Indus, elles forment en fait et se forment dans la plaine du Punjab. Et, et donc, c'est vraiment une grande plaine. Et puis ensuite, donc ce fleuve Indus s'écoule le long de l'Inde pour rejoindre la mer d'Arabie. Donc, le point important à retenir de cela, c'est toute cette région, donc autour des plaines du Punjab, c'est une région extrêmement fertile, très propice à l'agriculture. Donc et en fait, c'était et donc de façon liée, c'est devenu une région extrêmement fertile pour la civilisation antique de l'Inde. Et puis également, c'est une région qui est favorable à l'échange par rapport au monde extérieur, comme on vient de dire, parce que c'est le seul passage, le passage principal qui permet les échanges entre l'Inde et les pays extérieurs, le passage par lequel d'ailleurs les invasions se sont faites, les différentes invasions se sont faites. Donc vraiment, donc cette région est une route très importante pour la communication avec le reste du monde. Et ainsi, lorsque les invasions successives se sont faites en Inde, elles ont d'abord commencé par la vallée du Punjab et puis ensuite progresser vers l'est pour envahir les régions, les autres régions vers les vallées du Gange. Alors, pourquoi le Gange? En fait, le Gange constitue le plus grand fleuve de l'Inde. Donc, sa longueur à peu près de 3000 km et sa source se trouve dans l'Himalaya. Et il y a beaucoup de sources, en fait, de petites rivières qui contribuent à la formation du Gange. Mais le plus important, en fait, c'est le Yamuna. Et également, donc, la vallée du Gange, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la carte, mais également une des régions les plus fertiles de l'Inde. Et également, avec sa confluence avec le Yamuna, on trouve ici une région qui est donc particulièrement fertile pour l'agriculture et de façon liée, donc c'est devenu une région importante aussi bien pour l'économie et donc la civilisation de l'Inde antique. Et la confluence, là où en fait les différents cours d'eau et notamment le Yamuna forment le Gange, en fait, pour l'Inde antique, était vraiment un centre économique et commercial. Et même de nos jours, en fait, pour, il y a donc les terres à l'ouest de Delhi. Eh bien, elles sont délimitées par les fleuves que sont l'Indus et le Gange. Donc, vous pouvez voir. Donc, en fait, la division qui est créée naturellement par ces deux fleuves, le Gange et l'Indus,
on s'aperçoit en fait que Delhi se trouve stratégiquement très bien placé par rapport à ces deux grands fleuves. Et en termes militaires, en fait, Delhi a une position stratégique. Et c'est pour cette raison, à l'époque, lorsqu'il y avait des conflits armés entre les différentes populations, en fait, le point stratégique était toujours Delhi. Les armées cherchaient à prendre possession autour de Delhi. Et en fait, c'est à partir du XIIIe siècle que Delhi devient la capitale de l'Inde. Parce que, en fait, la prise de contrôle de Delhi permettait en fait de contrôler l'Indus et le Gange, les vallées de l'Indus et du Gange. Alors, vu sur cette carte des reliefs, on peut le voir plus clairement, non? En tout cas, l'Inde est entourée soit par l'océan ou soit par des montagnes glacées. Et même à l'intérieur, donc on voit comment le pays est isolé par la géographie. Et même à l'intérieur de l'Inde, on voit qu'il y a des reliefs. Et on peut distinguer les grandes plaines. Mais ensuite, en dehors de ces grandes plaines, il y a pas mal de reliefs, et également de rivières. Et lorsqu'on regarde les textes antiques antiques, on s'aperçoit que même à l'intérieur de l'Inde, en fonction de la géographie, il est difficile de voyager d'une certaine région à une certaine autre. En résumé, en fait, les rivières et les montagnes créent autour de l'Inde et dans l'Inde même des frontières naturelles. Et ça a permis ainsi donc en fait de pouvoir préserver différents royaumes, différentes cultures, différentes civilisations au cours du temps. Et ainsi, en Inde, pendant de longues périodes, il y a eu de nombreux différents royaumes, civilisations, peuples ethniques, etc., et qui vivaient en fait de façon autonome. Et c'est ce qui a rendu très difficile d'unifier l'Inde. Et donc ça, c'est un point qui est important pour nous de comprendre, le fait que les reliefs, la géographie a permis en fait de préserver l'isolement de différents royaumes. Et dans ces régions, où est-ce que les humains sont d'abord apparus? Alors, les premières preuves de l'arrivée des humains dans le subcontinent indien remontent à l'âge de pierre. Donc, on peut pas, c'est difficile à donner ça de façon précise. Mais donc, cette période, donc dans cette période paléolithique, on reconnaît cette civilisation par le fait qu'ils utilisaient non pas des métaux, etc., mais qu'ils utilisaient des pierres pour former leurs outils. Et donc, dans l'ère où les peuples commençaient à se développer dans la vallée du fleuve Indus, donc si on essaie de dater cela, cette période où on a commencé cette période de l'âge de pierre, on peut dire moins 400 000 ans avant notre ère à 100 000 ans avant notre ère. Ou peut-être
moins 500 000 ans. Et donc, tout cela, en fait, est basé sur des recherches archéologiques. Et ensuite vient l'ère mésolithique, où il y a une grande région de recherche archéologique qui a permis d'identifier cette ère qu'on reconnaît à peu près comme s'étendant entre moins 40 000 à moins 500 000 ans avant notre ère. Ensuite, après moins 500 000 ans, c'est l'ère néolithique. Et les recherches archéologiques sont développées sur une région plus large. Et notamment, il y a les plus fameuses de les recherches concernant cette période concernent les ruines au sud qui sont dans le sud de l'Inde. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans donner trop de noms, les noms sont un peu compliqués. Mais ensuite, à la fin de cette période néolithique, donc ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à voir en fait des traces d'agriculture. Donc là, donc on commence à voir des villages qui vivaient en pratiquant l'agriculture. D'après les recherches archéologiques également, à ce moment-là, les outils étaient encore principalement des outils de pierre, faits de pierre. Donc, ils n'avaient pas encore atteint la connaissance technologique pour produire des outils en métaux. Et c'est plus tard. On parle ensuite de l'âge de bronze, où, à partir de ce moment-là, ils étaient capables donc de faire du métal. Mais avant même donc cet âge du bronze, il y avait déjà donc une science des textiles et ils utilisaient des pierres comme le lapis-lazuli ou certains joyaux provenant de l'Asie centrale. Pardon. Donc, voilà. En fait, il y avait des traces comme quoi ils avaient une connaissance de la fabrication de textiles et le fait d'avoir trouvé des pierres de lapis-lazuli et des émeraudes provenant de l'Asie centrale est un signe qu'il y avait des échanges commerciaux. Et ensuite, lorsque cette civilisation a su maîtriser la fabrication du bronze, à ce moment-là, en fait, cette civilisation a combiné à la fois la pierre et le bronze pour fabriquer leurs outils. Et donc, les archéologues appellent cette période la période pré-Harappa, enfin, la civilisation pré-Harappa. Donc, donc j'en parlerai plus tard, mais là, à ce moment-là, on parle donc de la civilisation pré-Harappa. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, sur le sous-continent de l'Inde, une nouvelle civilisation commençait. C'était vraiment le commencement d'une civilisation, d'une nouvelle civilisation en Inde. Ensuite, hier, j'avais parlé de différentes périodes, n'est-ce pas, pour l'histoire antique de l'Inde. Donc, de ces 4 périodes qu'on avait identifiées par rapport au bouddhisme, la première, on avait parlé de cette première période comme étant la civilisation de la vallée de l'Indus. Donc, la première,
Donc, des quatre périodes qu'on avait évoquées hier par rapport au bouddhisme, la première, c'était donc la période de la civilisation de la vallée de l'Indus, commençant à moins 1300 ans, à moins 1700 ans avant notre ère. Et cette période également, on peut encore la diviser en deux périodes. La période même de la civilisation de la vallée de l'Indus et puis, comme vous pouvez le voir sur la diapo, et puis ensuite une période post-civilisation de la vallée de l'Indus, pour désigner une période où cette civilisation a commencé à décliner. Donc, vous avez les dates sur vous avez les dates sur la diapo. Ensuite, pour parler de cette civilisation de la vallée de l'Indus, donc là, on peut dire qu'elle a commencé à être visible à moins 3300 ans avant notre ère. Donc ça, ces chiffres sont donnés par rapport aux archéologues et autres scientifiques. Donc le bassin du fleuve de l'Indus a commencé à se développer par rapport et notamment à entrer, donc développer en termes de population humaine et ils ont commencé à utiliser des outils combinant le bronze et le pierre. Et donc c'est ça qui marque en fait comme une nouvelle ère dans l'histoire de cette civilisation. C'est une civilisation donc qui avait cette capacité scientifique et technologique donc à avoir une telle technologie, et on appelle à ce moment-là donc cette population la civilisation Harappa. Donc c'est un autre nom pour parler de cette civilisation de la vallée de l'Indus, la civilisation Harappa. Et c'est l'une des plus anciennes civilisations dont on peut être fier dans l'histoire de l'humanité. Vraiment, elle était remarquable de différents points de vue. C'est pour ça qu'on peut en être fier. Ensuite, cette civilisation, elle était complètement inconnue. En fait, comment on a découvert cette civilisation? En fait, ça fait pas longtemps qu'on a découvert cette civilisation. C'est simplement en 1921, 1922, on a donc dans la région de Mohenjo-Daro, donc sur les sites Harappa et Mohenjo-Daro, ils ont découvert des ruines. En fait, c'est les signes de civilisation ont été découverts dans des ruines archéologiques en 1921-1922. Et donc, avant cette découverte de ces ruines, on n'avait pas idée de cette civilisation. Ensuite, à partir de cette découverte, l'Inde et le Pakistan, en fait, s'étaient divisés en deux pays indépendants. Et les recherches, les fouilles archéologiques ont découvert que en fait, cette civilisation s'était étendue bien au-delà des plaines du bassin de l'Indus. Donc, en fait, les premiers sites, Harappa et Mohenjo-Daro, les premiers sites où on a découvert ces ruines sur Harappa et Mohenjo-Daro, en fait, par la suite, des sites plus éloignés, en fait, ont été découverts.
Et en fait, donc, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'en fait, cette civilisation s'est étendue sur une assez grande région. Sur cette carte, vous pouvez voir, donc vous voyez, il y a une région avec marqué en marron, donc la carte est plutôt jaune, et une région qui est soulignée par en jaune foncé marron. Donc cette zone délimite globalement l'étendue de la civilisation de la vallée de l'Indus, civilisation Harappa. Bon, ensuite, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de noms, etc. Mais globalement, en fait, on s'aperçoit que c'est une civilisation qui s'est étendue sur une grande étendue. Si on compare par exemple aux autres civilisations antiques, en fait, cette civilisation s'est étendue sur une surface plus grande que les fameuses civilisations du Mésopotamie et de l'Égypte ancienne. Donc, déjà, ces fameuses civilisations de Mésopotamie, de l'ancienne Égypte, en fait, se sont développées sur une grande région. Mais celle de la civilisation Harappa, en fait, s'étend sur une plus grande surface, d'après ces recherches. 다딘나네 총결기 지슈 야체슈다 미세 차슈르 가라사나 당기 슈바는 신기 모한조다로 사티기 Un des points importants aussi, c'est qu'il y a quelques sites vraiment très différents qui témoignent de cette civilisation, suite archéologique. Voilà, donc en fait, voilà ce qui, par rapport à cette civilisation, un des points qui est remarquable, c'est qu'on a découvert 6 à 7 sites urbains qui caractérisent cette civilisation, en plus de petites villes ou villages découverts à droite à gauche. Je vais montrer sur cette diapo. Et donc, parmi ces sites, la plus grande et la plus représentative de ces sites urbains est le site de Mohenjo-daro. Donc, voilà. Donc, vous avez sur la diapo les sites archéologiques qui montrent les ruines de l'ancien site urbain de Harappa et puis celle de Mohenjo-daro. Donc, lorsque les scientifiques ont découvert les ruines de ces cités, ils ont estimé la date de ces ruines et il y a différentes dates qui ont été proposées. Et récemment, en se basant sur la datation par carbone, donc par rapport à cette datation, on dit que c'est moins 2300 à moins 1700 ans avant notre ère. Ah, pardon. Oui, oui, c'est ça. Donc, la datation permet une estimation assez précise tout de même. Ensuite, il y a différentes opinions sur l'origine de cette civilisation. Dans le passé, certains archéologiques pensaient que, en fait, cette civilisation était issue d'une population étrangère qui sont venues s'implanter dans cette région. Mais
récemment, en fait, cette position a été remise en cause. Et de nos jours, assez récemment, on pense que, en fait, c'est vraiment la population locale qui est à l'origine de cette civilisation. Ce n'est pas une population qui a migré jusqu'à ces plaines, mais ces régions, mais que c'est vraiment, en fait, la population qui vivait déjà là, qui, petit à petit, en fait, ont développé cette civilisation. Et, donc vraiment, c'est vraiment la population locale qui est à l'origine donc de toute la création de ces sciences, de cette technologie et donc de cette civilisation. Ce n'est pas des peuples qui ont été particulièrement avancés au niveau de leurs connaissances, qui ont migré, mais vraiment la population locale qui part progressivement a acquis des connaissances et a créé cette civilisation. Ah. Alors, avant cette civilisation de la vallée de l'Indus, il y a eu différents groupes ethniques qui sont venus en Inde. Lorsqu'on parle de différents groupes ethniques, il y a les Dravidiens, les Kolariens. Ensuite, en fait, bref, différents groupes ethniques, sans nommer tout le nom. Et donc, c'est des groupes qui sont venus en Inde, mais plusieurs milliers d'années avant cette civilisation. Et de ce fait, il y a eu, en fait, avant donc, cette civilisation, différents peuples migratoires qui sont venus dans cette région. Et on pense que donc l'origine de cette civilisation, elle est principalement basée sur les peuples dits dravidiens qui sont venus s'installer dans la vallée de l'Indus. Et donc c'est principalement donc, cette ethnie dravidienne qui en fait s'est installée puis petit à petit a donné naissance à cette civilisation. Et la particularité de cette civilisation des rivières de l'Indus, c'est cette faculté à créer l'urbanisation, comme c'est en fait c'est le but de cette diapo. Vous voyez, cette diapo montre comment les scientifiques imaginent, par rapport aux ruines et aux recherches, comment en fait ils étaient capables de bâtir. Donc déjà, à cette époque, ils ont été capables de construire et de développer des structures urbaines qui ressemblent à des villes. Et donc, on pense vraiment qu'ils vivaient comme ça, avec une certaine science de l'artisanat pour fabriquer des objets, des outils, et puis également que par rapport aux traces archéologiques, on a aussi trouvé des objets artisanaux extrêmement raffinés et parmi de ces objets, vraiment des objets d'art, on peut dire, hein, extrêmement fins, extrêmement soignés d'un point de vue artistique, des poteries très colorées avec vraiment beaucoup, avec une grande finesse, un grand soin dans le travail des objets, et également des traces d'échanges commerciaux. Et c'est évident aussi qu'ils avaient une science de fabrication des textiles. Une chose que je souhaite vous montrer. Donc ça c'est une statue donc voilà, des traces pour montrer comment ils avaient aussi des seaux. Donc ça, c'est des seaux
Donc, des signes donc, de leur art de la gravure qu'ils avaient, un art de gravure, de la sculpture. Et donc tout cela, en fait, on a pu le déduire par rapport aux vestiges, les ruines archéologiques qu'on a trouvées. Et de là, on peut voir à quel point ils étaient avancés technologiquement par rapport à la structure des maisons qu'ils ont construites, ce qu'il y avait dans les pièces de leur demeure. Et puis également des traces de tombes. Donc il y avait vraiment un culte, une spiritualité, on va dire un culte religieux avec des sites semblables à des cimetières. Et en fait, donc tout c'est sur ces sceaux qu'on peut voir sur sur la diapo. En fait, on en a trouvé en très grande quantité. Et on peut voir également des inscriptions. C'est pas simplement des dessins. Par exemple, au-dessus de l'éléphant, on peut voir que ça correspond à des inscriptions. Et donc, ce n'est pas simplement des sceaux qui représentent des icônes, des images, mais il y a également donc une structure de langage. Donc, c'est vraiment une forme basique d'écriture. Alors, malheureusement, malgré les différentes recherches menées jusqu'à présent, donc les scientifiques qui s'y sont intéressés n'ont pas réussi à déchiffrer. Donc, il reste encore beaucoup de questionnements sur la civilisation liés au fait qu'on n'a pas encore su déchiffrer en fait ces symboles. Parce que c'est sûr que si vous pouvez comprendre, si vous arrivez à déchiffrer ces symboles, eh bien, donc on entre dans la compréhension du langage de cette époque et il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut en tirer. Mais là, du fait qu'on arrive à identifier simplement les symboles sans arriver à pouvoir comprendre le sens qu'il y a derrière, donc il est difficile ensuite d'entrer plus profondément sur la connaissance, la façon de penser de cette civilisation. On sait qu'ils avaient une façon de penser, une spiritualité assez développée, mais le fait qu'on n'arrive pas à déchiffrer ces symboles, en fait, limite notre compréhension. Et en bref, il y a eu beaucoup de ces objets, à la fois donc donc ces sceaux avec tous ces symboles, mais également donc les statues, etc. On a beaucoup d'objets qui témoignent de l'évolution de cette civilisation, le fait qu'on ait retrouvé des tombes, etc., des lieux structurés pour que les gens se rencontrent, et des bâtiments, etc. Et également, donc certaines des statues ou représentations nous font penser qu'il y avait donc un culte à des divinités. Donc, par exemple, dans certaines représentations, il y a des divinités qui sont très similaires aux divinités de l'hindouisme qu'on connaît par rapport après. Et également de la représentation de divinités d'aspect féminine. Donc, il y avait aussi non seulement un culte à des divinités d'aspect masculin, mais également féminin.
Et ça, c'est un point important à nous pour comprendre par rapport au développement des mantras secrets. Donc, il y a un scientifique très expert dans les mantras secrets, etc., qui s'appelle Yuke Matsunaga, qui expliqua que ce n'était pas que cette civilisation des vallées du fleuve Indus, en fait, n'est pas la civilisation aryenne, que l'influence de la civilisation aryenne, en fait, est venue plus tard. Et pourquoi, en fait, on parle de ça? C'est parce que l'influence de la civilisation aryenne, en fait, elle a eu une grande influence sur le Vajrayana, le véhicule des mantras secrets. Mais en fait, par les recherches que l'on a fait sur la civilisation de la vallée de l'Indus, on s'aperçoit que, eh bien, cette civilisation elle-même, déjà, en fait, a une influence sur les représentations dans le véhicule des mantras secrets. Mais on en parlera plus tard. Donc, là, on marque une pause et dans une demi-heure, on reprendra la suite. Voilà, maintenant, pour continuer, comme on avait évoqué, 신두 추규기 추규기 시리 되게 딱 가수래지 야르게 공배 중배에게 남바디 세 토부시라요. donc pour parler de la civilisation de la vallée de l'Indus, donc on a évoqué comment ils avaient atteint un très haut niveau de civilisation, et notamment on parle de développement de classe sociale dans cette civilisation. De ce que l'on voit, on pense qu'en fait, donc, il y a vraiment, c'est une société qui s'est établie avec des classes, et on peut presque parler d'un état primitif, hein, avec un général, etc. Des gens qui gouvernent. Donc c'était vraiment donc une civilisation qui avait atteint un développement social élaboré. On peut dire presque la première forme de pays organisé tel quel, avec donc des leaders, un général d'armée, des différentes classes sociales. Et on peut dire peut-être que c'est, on peut dire que c'est en fait la première fois que une forme d'État peut être identifiée en Inde. On ne peut pas en décrire ça de façon précise, hein, mais néanmoins, par les artefacts de ce qui nous reste de cette civilisation, on peut déduire globalement ceci. Oui, donc c'est difficile ensuite d'être plus précis parce qu'il n'y a aucun récit clairement identifié sur cette civilisation. On se dit, oh, maintenant, il y avait une telle civilisation dans le passé par rapport aux recherches archéologiques et qu'elles avaient un niveau de civilisation, de développement social élevé. Et ensuite, donc, au bout d'un moment, cette civilisation de la vallée de l'Indus, en fait, disparaît assez rapidement. Et la raison pour laquelle elle a disparu, donc ensuite, par rapport à certains experts, est liée à l'invasion de la région par les Aryens, les peuples aryens.
Donc, certains experts identifient la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus à l'invasion des populations aryennes. Mais ensuite, si on examine les récentes recherches archéologiques et également certaines autres recherches de d'autres experts, en fait, on se retrouve dans une situation où il y a peu de preuves sur cette position, comme quoi la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus est liée à l'invasion des Aryens. Alors pourquoi en fait? Parce que une des raisons est que l'arrivée des peuples aryens est identifiée comme étant fait quelques centaines d'années après la disparition de cette civilisation. Donc, en fait, les dates ne coïncident pas. Donc, il semble en fait que les récentes recherches en fait identifient comme quoi l'arrivée des peuples aryens s'est fait quelques centaines d'années après la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus. Et puis également, il n'y a pas de preuve de conflit armé dans les ruines de la. Donc, jusqu'à présent, par rapport aux ruines trouvées dans les recherches archéologiques, il n'y a pas de traces de conflit armé. Et en particulier, donc, s'il n'y a pas eu de traces de conflit armé avec quelques populations que ce soit, donc on ne peut pas affirmer qu'il y en a eu, en particulier pour avec la population aryenne. Ensuite, donc, pour parler de cette civilisation de la vallée de l'Indus, on pense qu'elle a duré à peu près 600 ans. Et qu'est-ce qu'on sait à propos de son déclin? Et que ce déclin s'est produit aux alentours de moins 1700 ans avant notre ère. Donc, ceci dit, pour quelles raisons cette civilisation a décliné? Pourquoi? On ne peut encore apporter de réponse. Il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de réponse claire à ce sujet. Il y a des personnes qui disent que la cité aurait été détruite, mais ça reste une hypothèse. Ou alors que le commerce a cessé et ou encore un déclin au niveau de l'artisanat et que la population a dû se disperser. Tout ça reste des hypothèses. Mais ensuite, il y a une région qu'on appelle Lothar. On ne sait pas comment on dit en anglais. En fait, c'est le mot qui est dérivé du chinois. Donc, c'est une région qui en chinois se dit Lothar. En fait, donc, il y a des traces comme quoi cette civilisation a continué dans cette région avant de disparaître. Alors, une des raisons pour laquelle cette civilisation a si soudainement décliné est associée au changement climatique. Donc, il y aurait eu un changement climatique qui, en fait, aurait entraîné le déclin de cette civilisation.
Pourquoi en fait on avance une telle hypothèse? C'est parce qu'il y a dans certaines constructions urbaines des signes d'inondation. Et puis, il est possible qu'il y ait eu aussi, lié à des dérèglements climatiques, qu'il y ait des problèmes de famine et, ou autres raisons associées qui ont obligé la population à fuir ces constructions urbaines. Donc, il est possible que, lié à des problèmes environnementaux, il n'était plus capable, enfin, qu'il y ait eu un désastre au niveau de l'agriculture, des récoltes, et que donc, donc quelque chose comme ça. Mais toutes ces hypothèses, elles viennent d'un changement climatique. Qu'il s'agit donc d'inondations ou de. Donc l'origine, on pense, serait liée à un changement climatique. Ensuite, d'autres experts disent que c'est possible que cette disparition est liée à un changement d'environnement, du climat. Mais ils pensent qu'il y a eu quelque chose en plus, que simplement le problème environnemental n'a pas été la seule raison du déclin de cette civilisation. Donc, il y a différentes hypothèses. Donc, par exemple, que suite au désastre du changement de climat, il y a eu une invasion qu'ils n'ont pas pu gérer. Donc, il y a différentes hypothèses tournant à la base autour d'un changement de l'environnement, un changement climatique. Donc, ensuite, quoi qu'il en soit, finalement, la civilisation de la vallée de l'Indus décline. Donc, il y a différentes hypothèses sur comment elle a décliné. Tout ça reste des hypothèses non définitives, mais ce qu'on peut dire, c'est que par la suite, donc cette civilisation a eu une grande influence sur le développement ultérieur de la culture indienne. Parce que cette civilisation était tellement développée, et bien, par la suite, il y a eu donc un savoir-faire qui ont été préservés. Par exemple, donc le savoir-faire concernant l'agriculture. Par exemple, il y a eu différents aspects de cette civilisation qui ont été perdurés, comme la façon de faire l'agriculture, la façon de faire le travail de ferme, la façon dont on traite les animaux domestiques, le textile également, le savoir-faire textile et différents autres artisanats ont été préservés. Et notamment en termes de religion, spiritualité. Donc, on avait dit que déjà cette civilisation montrait par ses représentations de divinité une certaine spiritualité, une certaine dévotion à des divinités d'aspect masculin, féminin ou d'autres formes qu'on associe par la suite à l'origine du véhicule des mantras secrets. Et en fait, donc ce culte des divinités, en fait, on va la retrouver absorbée par la suite dans la religion brahmanique. Donc c'est ainsi, même si la civilisation de la vallée de l'Indus a disparu, qu'elle n'a pas pu continuer en tant que civilisation indépendante,
sa culture, son savoir-faire, sa façon de penser, sa culture, en fait, elle n'a pas décliné, hein. Et en fait, le fait que tout ça n'a pas été décliné, que ce savoir-faire, cette idéologie, cette culture de la civilisation ait perduré, ça a été le début de, de la civilisation indienne. Donc, comme on a dit, on a distingué deux parties dans la civilisation de la vallée de l'Indus, celle de la civilisation elle-même et puis la période de déclinaison. Et cette période post-civilisation de l'Inde, en fait, elle est remarquable parce que d'une part, il y a le déclin de cette civilisation, mais parallèlement, il y a quelque chose d'autre qui se développe et qui est donc qui se développe en essayant donc de répéter ce qui était fait pendant cette civilisation. Et ce qui fait qu'en fait, tout ce savoir-faire a été préservé. Le déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus se produit en même temps que le développement en fait du nouvel ère de la civilisation indienne. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Et ce qui marque notamment ce changement de civilisation, c'est qu'ils n'ont pas, en fait, malgré la préservation de certaines savoir-faire, ils n'ont pas le même degré de civilisation que celle de la vallée de l'Indus. La civilisation qui va se développer suite au déclin ou parallèlement au déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus, en fait, donc elle est caractérisée par justement un savoir-faire qui est visiblement moins élaboré, mais également le fait que cette civilisation, en fait, elle se construit à partir de villages. Il n'y a pas cette civilisation post-vallée de l'Indus, elle n'a pas donc ces constructions de cités urbaines aussi développées que lors de la civilisation de vallée de l'Indus. C'est plus des villages en fait qui continuent à se développer. Et, et la connexion, bien sûr, quelle est la connexion qu'il y a entre donc le déclin de la civilisation de la baie de l'Indus et puis la civilisation qui se développe par la suite? Donc cette connexion, donc comment elle, donc, enfin, donc, donc on pense que c'est les populations du nord qui, en descendant vers le sud, qui en fait se, met en place une nouvelle civilisation imprégnées donc des influences de celles de la vallée de l'Indus. Donc on parle du nord de l'Inde, donc cette civilisation de l'Indus a été vraiment autour du nord. Donc l'Inde, c'est un immense pays. Il y a le sud, il y a l'est. Et donc, euh, donc, ensuite, donc, à partir de l'âge néolithique, donc, progressivement, en fait, c'est l'Est et le Sud de l'Inde qui commencent à se développer d'une façon plutôt indépendante, comme s'il n'y avait pas de connexion entre ces civilisations de l'Est et du Sud par rapport au Nord. Donc, les populations de l'Est de l'Inde et du Sud, en fait, semblaient s'être développées de façon indépendante, sans qu'il y ait contact entre eux. Et à cette époque, toutes ces régions de l'Inde, nord, sud, est et ouest, il y avait donc différentes cultures qui se développaient. Et toutes ces cultures, ces populations venaient également de différents groupes ethniques.
Et ils ont chacun, de façon indépendante, atteignait différents niveaux de développement. Donc, ce n'est pas une seule civilisation, une seule culture qui s'est développée de façon similaire. Donc, il y a eu différentes populations, différents savoir-faire, comme on a dit auparavant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette civilisation de la vallée de l'Indus a une influence par rapport aux autres civilisations. Ce qui a fait que leur savoir-faire ou civilisation a été préservé malgré le déclin de cette civilisation. Et ce qui particularise la civilisation de la vallée de l'Indus, c'est qu'ils ont vraiment atteint un niveau de développement très élevé. Ils vivaient donc de façon urbaine, de façon très structurée, avec une structure, une organisation très développée. Donc ça, c'est la première période, la période de la civilisation de la vallée de l'Indus. Ensuite, on va à la deuxième période. Cette deuxième période est très importante aussi. Là, donc la 16e. Alors, on l'a dénommée la période védique. Alors, cette période védique, donc on a pu distinguer que là également, pour cette période védique, on peut la diviser en deux sous-périodes. La première, qui est donc il y a deux périodes. C'est seconde. La période de Punjab. Donc, pourquoi on appelle la période Punjab? Donc, je vais expliquer pourquoi après. Mais donc, cette première période est de moins 1400 ans à moins 1000 ans de notre ère. Et la deuxième, c'est la période tardive védique, qu'on appelle aussi la période du développement de la philosophie. Et elle est de moins 11e siècle à moins 6e siècle avant notre ère. Moins 1100 à moins 600. Ensuite, après que la civilisation de la vallée de l'Indus est disparue, comme on a dit, il y a une nouvelle civilisation qui s'est développée. Ah, attendez. Donc, après la civilisation de la vallée de l'Indus, la nouvelle civilisation qui s'est développée est appelée la civilisation védique. Donc, durant cette ère védique, cette période, la culture védique, elle est marquée par un très grand développement au niveau des pensées. Notamment, on dit ça parce qu'on voit l'émergence d'une multitude de philosophies, de façons de penser. Donc, comme on a dit, il y a deux périodes sur la période, la première, et puis la période tardive. Alors, avant de développer sur cette période du Veda, védique, il est
il faut comprendre en fait cette civilisation, c'est-à-dire donc les populations aryennes. Donc, il est nécessaire de parler un peu de. Donc, on va regarder une carte. Donc, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? C'est la migration de la population indienne jusqu'en Inde. Donc, en fait, c'est une population qui vient de bien plus loin que de l'Inde. C'est une population qui a migré de loin. Et après la disparition de la civilisation d'Avalan de l'Indus, 200 à 300 ans après, donc cette population aryenne arrive en Inde. Elle arrive par le chemin qu'on avait évoqué avant. Vous pouvez voir, il n'y a pas 36 chemins pour entrer dans l'Inde à cette époque, vers le nord-ouest. Donc ce fameux passage entre les océans et la chaîne himalayenne. Donc, ils sont arrivés par cette direction, comme vous pouvez voir également sur la carte. Et ensuite, cette migration s'est faite par différents groupes. C'est pas ils ne sont pas arrivés d'un bloc. Il y a eu différentes vagues de populations aryennes qui sont arrivées progressivement en Inde. Et de nos jours, on dit que la population indienne de nos jours, en grande partie, vient en fait de ces peuples aryens. Et aryen, en fait, le nom, par rapport en tibétain, a cette connotation de noble. On parle de population ou d'être noble. Et sa signification, donc du mot arya, c'est supérieur. En tibétain, on dit papa, qui veut dire supérieur. Et d'où vient en fait ce nom de arya? Donc en fait, ce mot apparaît pour la première fois dans les écritures védiques. Et c'est le nom qui se donne eux-mêmes. Donc c'est cette population qui s'appelle également ici. Donc par exemple, de la même façon, nous les Tibétains, on se dit je suis tibétain, on a un mot pour dire ça. Et bah eux-mêmes, donc les Aryens, se sont nommés comme ça. Ils se sont en se disant nous sommes d'une population supérieure, nous sommes d'un bon clan, d'un camp noble. Donc voilà le nom qui est eux-mêmes utilisés pour se nommer. Donc certains experts disent, en fait, ils disent pas ça. Ils disent que le signification de Arya, c'est obéir, avoir de la foi. Et pourquoi ils disent ça, ces experts? En fait, parce qu'eux-mêmes se considèrent comme une population ayant de la foi pour des divinités. Et en particulier, lorsque les Aryas arrivaient en Inde, donc lorsqu'ils rencontraient des populations qui n'avaient pas de foi en une divinité particulière, ils appelaient ces peuples les non-Aryens. Et eux s'appelaient Aryens pour distinguer le fait que ces non-Aryens n'avaient pas de croyance en des divinités, alors que eux avaient une croyance en des divinités. Ça, c'est la position de certains experts. Tout le monde ne la partage pas. Mais un point qui est important qu'on a évoqué avant, certains experts européens considèrent, pardon, j'en avais pas parlé avant, mais dans le passé, certains experts européens disent que les Aryens sont un groupe ethnique. Donc, par exemple, pour les Tibétains, il y a une ethnie tibétaine, il y a une ethnie chinoise. Et en fait, donc, les Aryens sont identifiés comme étant un groupe ethnique. Mais ensuite,
Donc, donc, au départ, on parle pour ces experts comme étant une race, un groupe ethnique. Mais ensuite, on s'aperçoit que les peuples aryens, en fait, résultent de différents groupes, groupes ethniques. Donc, ce n'est pas, en fait, même si on parle des peuples aryens comme un même groupe ethnique, on s'aperçoit, en fait, qu'il y a des différences, et notamment au niveau du langage. Non, pardon, qui n'ont pas de différence de langage. C'est le point commun, en fait. Même si certains experts considèrent que les Aryens, en fait, sont issus de différents groupes ethniques, leur point commun est qu'ils ont la même langue. C'est une langue qui est donc catégorisée comme étant indo-européenne, dans une famille indo-européenne. Donc, je vais expliquer petit à petit, ça va devenir clair. Donc, on dit que ces Aryens viennent de l'Asie centrale. Donc, au départ, ils sont d'Asie centrale. Sur la carte, vous voyez la zone jaune. Donc, on pense qu'ils viennent de là. Donc, la zone jaune avec plein de flèches qui partent. Donc, cette zone d'origine en Asie centrale, on pense que la population vient ici. Et on dit il y a moins 3000 ou moins 4000 ans avant notre ère que ces peuples arrivent en Inde, en incluant les... Donc, il y a une partie de ces groupes ethniques qui a migré vers l'Europe, dans les pays d'Europe, comme vous pouvez voir sur la carte avec les différentes flèches, et puis une autre partie vers l'Est. Donc, une bonne partie a migré à l'Ouest, et néanmoins, une autre partie est partie à l'Est. Ils ont traversé les montagnes. Une partie s'est installée dans les régions de l'Afghanistan. Donc, une partie près de, on peut voir sur la carte, près de la mer Arabique. La partie orange, pardon. Donc, il y a une rivière dans le Punjab, en Afghanistan, où donc, en fait, ils s'installent dans cette région. Et de cette région, ils se divisent à nouveau en deux, comme vous pouvez voir sur la carte. Une descend plus vers le sud, dans la direction des pays arabes. Donc là, ça correspond à peu près actuellement ce qu'on appelle l'Iran. Donc, ils arrivent dans cette région et ils développent la civilisation perse. Donc, c'est un groupe, une partie de cette population ethnique fonde en fait la civilisation perse. Une autre partie va vers l'Est, en Inde, et pour s'installer dans la région du Punjab, et s'installe ici. Et en fait, donc c'est suite à cela, on appelle cette population Hindu Punjab. Arya Hindu. Parce qu'il s'installe dans l'Indus. Donc, l'origine, c'est le centre, l'Asie centrale. Une partie de ces populations est partie en Europe et une autre partie en Asie. Mais leur aspect commun est qu'ils parlent tous la même langue. Ils partagent la même langue. Donc, certains sont partis en Europe, d'autres en Iran, en Perse.
mais la langue mère de ces populations est la même. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le sanskrit et certaines langues européennes, comme le latin par exemple, partagent la même famille de langage. C'est pour ça que je vous ai dit ça hier. C'est parce qu'à la base, c'était un même groupe ethnique qui habitait ensemble en Asie centrale. Et donc, pour se comprendre, ils avaient donc la même langue commune. Mais ensuite, ces différents peuples ont migré en Europe et en Asie. Mais bien sûr, avec le temps et l'éloignement géographique, il y a eu des variations dans les langues de chacune de ces populations. Donc ensuite, concernant les Aryens qui sont installés en Inde, dans la région du Punjab, alors pourquoi ils se sont installés là? Alors, le mot Punjab, c'est là, il y avait différentes tribus dans la région de l'Indus. Donc on dit, pardon, il y a l'Indus en fait qu'on avait évoqué, il y a principalement 5 rivières qui forment l'Indus. 5 rivières qui forment l'Indus. Et c'est de là, en fait, que vient le nom Punjab. Parce qu'en fait, en perse, Panj, c'est le mot 5, ça signifie 5. Et Jab, c'est river. En fait, Punjab, ça veut dire les 5 rivières, sous-entendant les 5 rivières qui forment l'Indus. Et donc, comme ils habitaient dans cette région, donc cette région a pris le nom de Punjab, littéralement la région des 5 rivières, le bassin des 5 rivières. Et en sanskrit, Panchnat. Et pourquoi, en fait, donc, bien sûr, donc ensuite, bien sûr, lorsqu'on regarde dans le détail, il y a d'autres cours d'eau qui constituent l'Indus. Mais principalement, en fait, il y a ces 5 rivières, d'où le nom de Punjab. Ensuite, donc avant que ces populations de Aryens arrivent en Inde, donc il y avait déjà une population dans ces régions, les Dravidiens. Et ce qui se passe, c'est que les Aryens, quand ils arrivent, ils se considèrent supérieurs aux Dravidiens, à la population locale. Donc, ils arrivent dans cette région et ils considèrent la population locale comme étant inférieure, sans éducation. Et donc, il est traité de cette façon. Il a traité avec mépris la population locale. Et à cause de cela, comment dire? Donc, lorsqu'ils arrivent, les Aryens, dans la région de Punjab, donc d'abord, ils s'approprient cette région du Punjab. Donc, évidemment, il y a eu des conflits avec la population locale, les peuples qui étaient déjà installés. Donc, on parle même de guerre entre eux. Donc, ils les appelaient notamment comme les ennemis.
Donc les Aryens donc, avaient donc un nom pour appeler les populations qui étaient sur place, qui signifiait ennemi. Et, et c'est- et c'est les- et c'est- et le- et aussi, donc, ils considéraient que le langage des populations locales était grossier et qu'ils avaient également au niveau au niveau un aspect physique qui ne plaisait pas à la population aryenne. Et ensuite, d'après les recherches qu'on a fait, donc d'après recherches historiques ou archéologiques, on pense que ces populations que les Aryens appelaient ennemis étaient probablement les populations dravidiennes qui habitaient donc c'était des gens qui étaient grands, ils savaient chevaucher et qu'ils avaient aussi une culture de l'art de la guerre. Et ensuite, les peuples aryens devaient avoir soit des armes plus efficaces ou une stratégie militaire plus efficace. Et il semble donc qu'ils ont facilement pu vaincre les populations locales et en ont fait donc leurs esclaves. Et donc, en bref, en fait, les populations aryennes qui sont venues en Inde ont simplement donc pris contrôle des populations locales. Ils les ont soumis à leur bon vouloir. Et puis, donc, au bout d'un moment, après avoir été dans la région du Punjab, la population aryenne se développe. Et donc, petit à petit, une partie de la population continue à se développer. Et en allant vers les régions de la rivière du Gange. Donc, ils ont commencé à envahir toutes les régions autour de la vallée du Gange. Donc, il y a des signes comme quoi il y a eu des guerres entre ces populations aryennes et puis les populations dans la région du Gange. Évidemment, donc ils ont gagné tous ces conflits armés. Et ils ont formé comme des États, ces populations aryennes. Et donc, en fait, on observe un développement de la population aryenne dans les régions de l'Inde. D'abord, donc souvent, donc ils avaient vraiment cette attitude de conquérant en pensant que eux étaient meilleurs que par rapport aux autres cultures. Mais néanmoins, on dit, donc on avait dit tout à l'heure quand on avait parlé de cet expert japonais, Yuke Matsunaga, donc quand il avait dit que dans l'influence notamment de la culture indienne et également dans le véhicule des mantras secrets, il y a des traces qui ne sont pas associées à la culture aryenne. En fait,
ce qui apparaît, c'est que l'Inde, pardon, la population aryenne euh, en envahissant donc les différents peuples, donc il soumet d'une certaine façon les populations locales, mais néanmoins, ils en sont influencés. Et donc, il en résulte un certain mixte des deux cultures. Et, et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que les différentes peuples aryens qui envahissent les différentes régions des peuples qui étaient déjà installés, en fait, sont influencés par ces cultures-là. Et donc, bien sûr, ils considèrent leur culture comme étant supérieure, mais néanmoins intègrent la culture des périodes locales. Et c'est ce qui fait que, en fait, il y a ce mélange, notamment dans l'iconographie du véhicule des mantras secrets, il y a un mélange, une combinaison entre donc des représentations qui sont typiques de la culture aryenne et d'autres qui ne le sont pas. Et par exemple, concernant certaines divinités courroucées, c'est les divinités d'aspect courroucé, elles ne viennent pas de la culture aryenne. Et elles viennent typiquement en fait des cultures dravidiennes. Et si on regarde l'origine de la représentation des divinités courroucées, elles viennent en fait des peuples dravidiens. Et donc, lorsqu'on parle des 5 classes de divinités courroucées, dans le Vajrayana, en fait, ces représentations donc, comme on avait évoqué avant, la civilisation de la vallée de l'Indus, en fait, vénérait différentes divinités. On a dit des divinités d'aspect masculin, féminin, etc. Et en fait, ces divinités qu'on retrouve représentées dans la civilisation de la vallée de l'Indus, elles ont une ressemblance, une similarité avec certaines de ces divinités courroucées qu'on retrouve dans le Vajrayana, dans le véhicule des mantras secrets. Donc, on vient de Vajrayana. Donc, par exemple, Parnashavari ou Atavadka Veshavana, dans le véhicule là, donc c'est des divinités comme Mayuja. Eh bien, donc ces divinités, par exemple, Mayura, en fait, elle vient du mot Mora, qui est en fait intégré dans le groupe ethnique des Munda. Et ce mot-là, en fait, vient en fait donc de la culture du groupe ethnique Munda. Et donc, et aussi dans le véhicule des mantras secrets, on parle de dieux, de nagas, des yakshas, n'est-ce pas? Et c'est pas simplement dans le véhicule des mantras secrets, mais également les nagas font partie de la culture du grand véhicule, du Mahayana. Et donc, lorsqu'on parle des nagas, par exemple, ce n'est pas du tout dans la culture des peuples aryens, mais par exemple, dans certains peuples aborigènes en Inde, qui avaient par exemple, le totem de cobra, donc naga, qui vénéraient le cobra. Et donc, eux, en fait, c'est donc cobra naga, en fait. Donc, ces populations aborigènes qui vénéraient les reptiles,
c'est de ces populations-là que vient en fait le nom Naga. On parle de Naga dans la culture du Mayana et du véhicule des mantras secrets pour parler de différents êtres reptiles, mais ce mot Naga, en fait, il vient de ces peuples arborigènes, qui sont donc des peuples non ariens, comme par exemple des divinés courroucés cannibales, qui mangent la chair humaine, ou d'autres divinités courroucées qui portent des ornements en forme de serpent, ou des ornements faits d'humains. D'où viennent en fait tous ces ornements? Ils viennent des peuples dravidiens. Donc, tous ces accoutrements, par exemple les divinités courroucées qui portent des colliers de serpents, des colliers, des bracelets, etc. Donc tout ça vient en fait des peuples aborigènes dravidiens. Donc voilà, toutes ces représentations de divinités courroucées avec leurs ornements, ces ornements en fait elles viennent de la culture dravidienne, des différentes cultures dravidiennes. Lorsqu'on parle de Parachavari, Atvaka, Vaishrava. Et en fait, lorsqu'on observe ces divinités courroucées, eh bien, on y voit l'influence de ces peuples dravidiens. On y a l'influence de la culture dravidienne. Les différents ornements de ces divinités courroucées, typiquement, en fait, viennent de la culture dravidienne. Et dans les mantras secrets, on n'a pas que des divinités masculines, on a aussi des divinités d'aspect féminin, n'est-ce pas? De nombreuses divinités courroucées d'aspect féminin ou non courroucées, des divinités féminines. Et ces divinités d'aspect féminin ne viennent pas de la culture aryenne. Donc, on a dit, en fait, c'est la population aryenne qui a intégré la culture de ces autres peuples dans leur propre culture. Donc, en bref, en fait, dans le véhicule des mantras secrets, on peut voir de façon évidente une très grande influence de peuples qui ne sont pas aryens. Et donc, il y a une partie, en fait, donc, de cette diversité symbolique dans les divinités du Vajrayana qui nous échappe par le fait que il y a un manque de connaissances par rapport à ces cultures, ces cultures davidiennes, Munda, etc., les différents groupes ethniques qui ont eu cette influence provenant de la civilisation de la vallée de l'Indus. Et donc, en fait, c'est pas parce que ces différents peuples, dravidiens, Munda, ces différents peuples aborigènes ont eu différentes divinités, et bien de cela, il apparaît une profusion de divinités dans le Vajrayana. Parce que dans le Vajrayana intègre en fait donc ces différentes cultures ethniques. Et donc, lorsqu'on s'intéresse au Vajrayana, au véhicule des mantras secrets, en fait, vient également un intérêt par rapport
aux communautés ethniques qui a à l'origine. Donc ça dépasse le cadre simplement du bouddhisme, entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit à quel point en fait le Bouddha Dharma intègre ou s'adapte aux différentes cultures des différents peuples de l'Inde. Il y a plein d'éléments dans le véhicule des mantras secrets qui intègrent en fait la culture ou la civilisation de l'Inde antique. Donc lorsqu'on parle en termes de religion ou de foi, de dévotion, mais on ne voit pas en fait à quel point en fait toutes ces représentations dans le Vajrayana en fait est précieuse par rapport à la civilisation de l'Inde antique. Donc, donc on a parlé de la période védique, donc peut-être qu'on va en rester là aujourd'hui. Donc demain, on va parler la période védique plus détaillée. Peut-être qu'on va en rester ici pour aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, pour certaines divinités, donc il est très difficile de les aborder, mais la période védique, elle est très importante dans la compréhension du Vajrayana. Et donc, c'est vraiment une période qui est importante. Donc, demain et puis même un peu plus tard, on va développer par rapport à la période védique, car elle a vraiment une influence par rapport au véhicule des mantras secrets. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a étudié l'histoire. Je ne suis pas un expert dans l'histoire. Donc, pour moi, c'est difficile de parler de l'histoire de l'Inde, de me mettre dans cette situation d'historien. C'est extrêmement inconfortable pour moi. Mais néanmoins, si je n'aborde pas ce point, si on ne parle pas de l'histoire de l'Inde antique, donc comment parler du bouddhisme dans ses origines en Inde? Et comment parler ensuite, sans parler de l'origine du bouddhisme, parler de l'origine du véhicule des mantras secrets? Donc, tout est interconnecté pour comprendre l'origine du bouddhisme dans sa forme. Donc, il faut comprendre l'influence de la civilisation indienne et puis ensuite, de la même façon, pour comprendre le véhicule des mantras secrets, on est obligé de s'intéresser à l'origine du Bouddha Dharma, comment il est apparu en Inde, comment il s'adapte à la culture de l'Inde dans le contexte de son apparition. Donc c'est difficile parce qu'il y a très peu de gens qui ont finalement, par rapport à l'aspect historique, culturel de l'Inde antique, ont étudié le véhicule des mantras secrets. Et de nos jours, en fait, parmi les experts, en fait, les experts par rapport à l'aspect historique du bouddhisme et du Vajrayana, en partie, sont donc des Occidentaux et des Japonais. Nous, en fait, on a étudié, on a pratiqué le mantra secret, on est détenteur même de la lignée. Mais en fait, on n'est pas dans une position de pouvoir parler des origines du mantra secret aussi bien que certains experts japonais ou occidentaux. Donc, c'est très inconfortable comme situation.
Donc, il est important pour nous, à notre niveau, donc de vraiment avoir une vision plus claire sur l'aspect académique du Vajrayana, sur l'aspect des enseignements des tantras, de sorte qu'on puisse se sentir confortable, même si on se retrouve dans en conférence à discuter avec d'autres experts sur… Donc, notamment quand il y a des personnes extérieures à nous qui, par rapport, ils disent que, donc, qui remettent en cause notre système du mantra secret, qui disent que, par rapport à leur recherche, à leur expertise, ils pensent, ils remettent en cause certains aspects de nos pratiques du Vajrayana. Et donc, nous, en tant que pratiquants même de ces pratiques du Vajrayana, on doit être capable de savoir que de pouvoir réfuter leur position, de pouvoir et donc pour pouvoir les contredire, on doit nous-mêmes faire les recherches nous-mêmes. On ne peut pas simplement dire les trois rares et sublimes sont vrais. Quoi que disent les trois rares et sublimes sont vrais. On se doit de faire nous-mêmes les recherches par rapport à nos pratiques, à pouvoir expliquer par rapport à ce que nous avons reçu, nos propres transmissions. Donc, on doit avoir de l'intérêt par rapport à ça. C'est un point qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il est important, si important pour nous, de pas simplement pratiquer le véhicule des mantras secrets, mais d'étudier, de raviver donc cette lignée de transmission pour avoir donc cette confiance que cette lignée du véhicule des mantras secrets est une lignée authentique. On doit avoir vraiment cette confiance, pas simplement faire les pratiques, mais avoir une confiance. Pourquoi en fait cette lignée de pratique est authentique. On va terminer avec les prières de dédicace.